Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nom de Dieu, mais ça bouge en matière de géopolitique. Comme quoi, vous voyez, faut jamais dire jamais, faut jamais être sûr de rien. Les curseurs peuvent changer, peuvent bouger d'un jour à l'autre. Alors évidemment, qu'est-ce qui pose problème en ce moment? Ce sont les intrusions russes dans les espaces aériens d'Estonie et de Pologne, par l'intermédiaire de chasseurs ou par l'intermédiaire de drones. Oh mon Dieu, évidemment, tout le monde s'offusque de ces actions, mais à vrai dire, ils testent. Il teste Poutine. Il teste jusqu'où il peut aller. Quoique là, ça va peut-être un petit peu se calmer quand même, parce que Donald Trump, lors de sa rencontre avec Zelensky, à la question est-ce que, selon vous, il faut tirer sur les avions russes lorsqu'ils pénètrent illégalement dans des espaces aériens? Et là, oui. Yeah. You're right. Alors évidemment, c'est Donald Trump. Trump, il dit beaucoup de choses, mais des fois, la réalité, c'est qu'il y a des protocoles, il y a des règles, il y a des principes à suivre, établis à l'échelle internationale. Quand tu as un avion qui viole ton espace aérien, tu as quand même tout un processus. Il ne suffit pas de tirer à vue. Bon, il y en a qui le font. Erdogan, par exemple, la Turquie, elle vaut mieux pas violer son espace aérien parce que eux, ils ne posent pas de questions, ils tirent. Point barre. Mais au-delà de ces petits jeux de gros muscles, parce que là, actuellement, ça fait quand même depuis quelques mois, voire quelques années, qu'on joue les gros muscles. Je te montre la mienne qui est plus grosse que la tienne. Non, la mienne est plus grosse que la tienne. Et parfois, on est à la limite de l'escalade. Sauf qu'encore une fois de plus, ceux qui ont aujourd'hui les leviers, ceux qui ont le contrôle, ont tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas une troisième guerre mondiale. Ils ont tout intérêt à ce qu'on ne fasse pas tout sauter, tout péter. Et puis le problème, c'est qu'une guerre conventionnelle, même les Américains, avec l'Afghanistan, avec la Somalie, avec l'Irak, ils ont compris la leçon. C'est que tu peux débouler avec toute la logistique que tu veux. Le problème, c'est les hommes. C'est que les hommes, au bout d'un moment, ça fatigue. C'est pas préparé. C'est fragile psychologiquement. Ça peut plus être sur le terrain. Ça peut plus être envoyé au front. Ou si tu l'envoies au front, il finit par devenir taré. Et ça finit par tuer n'importe qui, n'importe comment. Donc on pense, on fait appel à des organismes privés. Sauf que les organismes privés, eux aussi, on se souvient, Fallujah, en Irak, la fameuse affaire qui avait été révélée par Wikileaks, et qui vaudra d'ailleurs tous ces ennuis d'ailleurs à Julian Assange. Julian Assange qui, pour ceux qui l'auraient oublié, a été libéré de prison. On garantit qu'il ne s'occupe plus ou qu'il ne fait plus ou ne touche plus à l'informatique, ou tout du moins à Wikileaks. C'est-à-dire, mon gros, tu vas dans un coin, tu finis tes jours tranquille, heureux, peinard, mais si jamais tu retouches à Wikileaks, ou si tu as des activités similaires, on te désigne. C'est pour ça que vous n'entendez plus parler d'ailleurs de Julian Assange. Alors le problème, c'est que l'Ukraine, comme Israël avec Gaza, ça révèle quand même des choses intéressantes. C'est-à-dire que la guerre conventionnelle, on le savait déjà avant, mais là maintenant, on le sait, c'est clair. On ne peut plus faire la guerre de façon conventionnelle comme on la faisait avant.
Les chars aujourd'hui sont devenus obsolètes, c'est-à-dire qu'il va falloir complètement repenser la technologie des chars parce qu'évidemment, aujourd'hui avec les drones, un drone qui coûte quelques centaines d'euros, vous lui équipez un missile de lance, comment on appelle ça déjà, je ne me souviens plus le nom du lance-missile portable là. Et vous pouvez envoyer ça sur un char. Voilà, même les unités mobiles. À la rigueur, il y a encore l'aviation, si vous voulez. Mais l'aviation, le problème de l'aviation, c'est que vous lancez un missile, vous faites tomber des bombes, mais après, vous faites quoi? Vous pouvez raser ce que fait Israël, d'ailleurs, avec bande de Gaza. Ils rasent tout. Ça tue des civils. Ben ouais, mais bon, pas grave. Alors, juste petit aparté, hein, la reconnaissance de la Palestine. Il y a Macron qui a fait sa petite interview là, je ne sais plus sur quelle chaîne. Bon, déjà les audiences. Et qu'est-ce qu'il a pas dit le garçon? Qu'est-ce qu'il a pas dit? Bon, il a dit que la reconnaissance de la Palestine, oui, mais il y a des conditions. Et les conditions, comment on va faire pour les faire respecter? Déjà Israël, il se gosse. Parce que tout le monde a voté pour la résolution. Mais ouais, et derrière, vous faites quoi? Vous allez faire quoi? Alors là, on a vu, hein, la marine italienne et la marine espagnole a décidé d'envoyer une frégate pour escorter la flottille. C'est quoi le but de la manœuvre? Est-ce que, quelque part, on se pose la question, tout ce remue-ménage, surtout au niveau de l'Europe, contre les intérêts sionistes? Il y a anguille sous roche, non? Soit ils sont idiots et ils ne se rendent pas compte qu'ils vont se faire flinguer au sens... pas au sens propre, mais au sens figuré du terme. Enfin, c'est bizarre. C'est bizarre. Parce que bon, Netanyahou, pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a aucun signe qui tente à démontrer qu'il est en difficulté. Même si on a beau organiser des manifestations à Tel Aviv, parce que Tel Aviv est la capitale, mais plutôt progressiste, qui est tout l'inverse de Jérusalem. Donc pour l'instant, Netanyahou, il reste sur sa ligne. Et il n'en démordra pas. Donc si vous voulez, la guerre en Ukraine, le conflit avec la Russie, commence à révéler évidemment des éléments qui ne sont pas anodins. Et un des éléments très intéressants, même si Donald Trump est en train de retourner sa veste, et ce qui risque d'avoir en effet des conséquences à l'échelle de l'OTAN, puisque je rappelle que le commandement militaire de l'OTAN est exclusivement américain, donc là il se pourrait bien que les Européens reprennent le sourire de voir Donald Trump retourner sa veste. Mais ça ne résout pas le problème. Parce que le problème, c'est que, vous avez vu, il y en a qui ont envoyé des drones qui ont des capacités à parcourir un certain nombre de distances qui font que désormais, même vous en France, vous n'êtes plus à l'abri. Et qui plus est, l'exemple qui a eu lieu, je rappelle, dans l'est de la Russie, où un des ports a été attaqué avec des drones qui étaient lâchés depuis des conteneurs, qui ont été acheminés sur les lieux. Donc si vous voulez, rien n'empêche les Russes demain d'embarquer des drones dans un conteneur, envoyer ça à Anvers. Et depuis Anvers, vas-y, je te balance quelques drones sur Bruxelles, sur Paris.
Ah ouais. Parce que, rappelons quand même, très important, les drones, c'est pas une solution finale. Les drones ne peuvent qu'avoir un intérêt pour handicaper l'ennemi. C'est-à-dire attaquer ses ressources, attaquer ses structures de communication. Comme ce qu'actuellement l'Ukraine fait avec évidemment l'aide de l'OTAN et des Américains pour attaquer des raffineries, pour attaquer des centrales électriques. C'est-à-dire essayer de déstabiliser la Russie. Et plus particulièrement à l'Est, là où se trouvent les deux plus grandes importantes villes de Russie, que sont Saint-Pétersbourg et Moscou. Sauf que, évidemment, on parle des sanctions, mais les sanctions, elles n'ont pas servi à grand-chose, parce que économiquement, la Russie se porte plutôt bien. En revanche, l'économie de guerre, ça va ne durer qu'un temps. On le sait, et c'est même reconnu par certains officiels de l'armée russe. On a encore de la réserve pour quelques mois, mais c'est tout. C'est-à-dire que là, c'est de la guerre d'usure. C'est à celui qui va lâcher. Donc, c'est pour ça que là, la température commence à monter, parce que Poutine sait pertinemment qu'il n'a que quelques mois encore de capacité dans la guerre ukrainienne, comme l'Ukraine sait qu'elle ne pourra pas tenir le conflit encore très longtemps par un appauvrissement de ses effectifs. Ça devient compliqué. D'où la raison pour laquelle, sans doute, Donald Trump s'était imaginé que la situation allait peut-être aider à trouver un accord. Sauf que Donald Trump, depuis le temps, il a enfin compris que Poutine, de toute façon, ne lâcherait rien. Et comme Poutine ne lâchera rien, dans ce cas-là, Trump se retrouve en porte-à-faux avec l'Union européenne qui, elle, soutient Zelensky jusqu'au bout des ongles. On est dans une impasse. Et Trump se retrouve dans une impasse, dans le sens où je peux pas entrer dans le conflit parce que j'en ai pas les moyens. Donc, tout compte fait, on va continuer à faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire on va continuer à financer, à envoyer du matériel. Comme ça, mais les amis des empires militaro-industriels, ils sont contents parce que finalement, le contribuable américain, il va repayer encore pour l'Ukraine. Tout comme vous payez pour l'Ukraine aussi. Hein. Sauf que, évidemment, cette escalade, aujourd'hui, elle se concrétise par ces violations des espaces aériens par des avions russes. Alors, c'est quoi la réponse de l'OTAN ? Alors, on envoie des Mirages, on a envoyé des Rafales. Mais pourquoi faire ? Parce qu'il y a un autre problème. Et alors, celui-là, par contre, il est de taille. Parce que là, ça remet en question les personnes qui étaient au pouvoir, c'est-à-dire aux décisions, de se rendre compte que finalement, la technologie des drones, ils n'ont pas vu venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe est complètement nue face aux attaques de drones. Pourquoi ? Parce que les drones, ça agit en basse altitude, et qu'en Europe, on n'a absolument rien. On n'a absolument pas de stratégie de défense anti-aérienne contre les drones. Alors après, on a des réglementations pour interdire les drones et tout le tralala, mais est-ce que ça va servir à grand-chose ? Je ne suis pas sûr. D'autant plus que, on va être très clair sur une question, c'est que dans ce concept de drone, on a quand même
la capacité de pouvoir attaquer n'importe quelle cible à n'importe quel endroit. Comme je vous l'ai dit, l'attaque du port à l'est de la Russie, avec des drones qui avaient été embarqués dans des conteneurs récupérés par des camions, et les camions se sont positionnés à quelques centaines de mètres de l'aéroport. Alors évidemment, sur le coup, oui, super, machin, regardez, les Russes, ils ont perdu des avions, etc. Mais je peux vous dire que dans les commandements militaires, aussi bien russes qu'à l'OTAN, à l'OTAN, ils se sont dit, wow, mais peut-être qu'on a aidé en effet l'Ukraine à ça, mais les Russes, est-ce que les Russes ne pourraient pas demain le faire la même chose? En Pologne, en Estonie, en Lituanie. Punir. D'autant plus que, souvenez-vous, que vous avez un territoire russe qui est coincé entre la Pologne et la Lituanie, je crois, qui est l'enclave de Kaliningrad. Alors, c'est pour cette raison que la situation en Ukraine, finalement, a révélé toutes les faiblesses de l'Europe. Sa faiblesse économique, parce que dépendante pour l'énergie, le gaz, le pétrole, surtout les Allemands. Faiblesse sur le plan militaire, parce que tout d'un coup, bon, c'est vrai que certains disaient ouais, Poutine peut devenir une menace, etc. Ouais, mais sauf que Poutine, il a la stratégie nucléaire, mais son armée, elle est limitée. Alors oui, peut-être que Poutine, il a aujourd'hui une armée avec une technologie avancée, mais ça ne suffit pas. Si tu n'as pas les hommes, si tu n'as pas les compétences, si tu n'as pas les moyens financiers pour pouvoir produire, parce que bon, la Russie a les outils de production, mais après, il faut le pognon. D'où la raison pour laquelle, il y a un moment donné, on achète aussi chez les voisins. On achète à l'Iran, on achète au Pakistan. Qui plus est, on va acheter en Chine aussi. Donc, si vous voulez, ça monte crescendo. Mais ça monte crescendo pourquoi? Parce que l'empire occidental, aujourd'hui, il faut qu'il sauve les apparences. Parce que les gens commencent à se rendre compte que finalement, on n'est peut-être plus l'empire. Et que des pays émergents, aujourd'hui, peuvent très bien nous la jouer à l'envers et peuvent très bien se substituer là où nous sommes censés être les maîtres à bord. Et force est de constater que, à la fois le problème israélo-palestinien, quelle a été aujourd'hui la réaction? Oui, l'ONU mais alors, après combien de temps a décrété que ce qui se passait à Gaza était bien un génocide? Mais ils ont mis le temps quand même. Alors, ils ont mis le temps par la pression, sans doute. Que la France et 150 autres pays déclarent l'État de Palestine, ou reconnaissent l'État de Palestine, mais déjà, quel État de Palestine? Parce que le petit Macron, là, dans son interview récente, là, il a affiché la couleur. Hein. C'est construire une administration. Construire une administration. Ça veut dire quoi, construire une administration? C'est-à-dire faire ce qu'ont fait les Américains en Irak, en Afghanistan, c'est-à-dire installer une nouvelle démocratie? Ou installer la démocratie? Mais la démocratie, elle fonctionne déjà, bande de glands. Je rappelle que le Hamas a été élu en 2007 à plus de 71% par le peuple gazaouite au Conseil de Palestine. Qu'aujourd'hui, dans les institutions existantes, la Palestine a 2 entités officielles, le Fatah pour la Cisjordanie et le Hamas pour la bande de Gaza. Donc Macron, qu'est-ce qu'il veut? Il veut gommer tout ça? Mais excuse-moi, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de l'interventionnisme.
C'est-à-dire que finalement, reconnaître l'État de Palestine, non, c'est construire à notre image l'État de Palestine. Sauf que je ne suis pas certain que les Palestiniens, ils ont compris, ou à mon avis, ils ont compris. Hein, ils ont compris à quelle sauce on a l'intention de les bouffer. Sauf que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'on ne pourra pas jouer sur les deux tableaux. On ne pourra pas d'un côté essayer de trouver des consensus avec Israël pour leur dire, écoutez, on a reconnu l'État de Palestine, mais on va faire en sorte que ça soit sous tutelle. Bah, Israël, il dit, ouais, ok, mais c'est nous qui contrôlerons, pas vous. C'est nous qui devrons posséder la tutelle, pas vous. Ah ben non, mais tu comprends, ce que tu fais à Gaza, c'est pas bien, c'est un génocide, blablabla. Bon, bah, ok, allez-y. Mais vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des problèmes parce que installer votre État de Palestine, vous allez avoir des pays arabes qui eux aussi vont dire non, on n'est pas d'accord. Donc ça tourne en rond en fait. Du blabla, mais ça tourne en rond. Alors l'Ukraine c'est pareil. Hein. Zelensky il a eu chaud au cul parce qu'il s'est dit oh putain si plus personne me finance, comment je vais faire? Bon là il se trouve que la situation est en train de s'inverser. Trump est en train de mettre de l'eau dans son vin et finalement il se dit bon bah puisque Poutine il veut rien entendre, je vais revenir dans le giron soutien à l'Ukraine. Mais c'est tout. Donc qu'est-ce qu'on fait? On continue cette guerre, on continue à envoyer des gens se faire massacrer. On continue la boucherie en fait. Il y a un moment donné où il va falloir arrêter. Il y a un moment donné où soit vous réussissez à faire assassiner Poutine et vous placez un ersatz, un vendu qui à terme finira par disloquer la Russie. Et là, vous allez avoir tous les vautours de la finance internationale qui vont foncer sur certaines régions de Sibérie pour mettre la main sur les ressources énergétiques, les ressources de minerais, pétrole, gaz, etc. Ou alors Poutine, alors déjà il va s'assurer, quoi qu'il lui arrive, son dauphin a les instructions. Donc l'option n'est pas envisageable. C'est comme Donald Trump, c'est pareil. Ici aux États-Unis, vous avez des Américains qui n'auraient absolument aucun problème à faire assassiner Donald Trump. Ouais, sauf que c'est comme le premier mandat qu'il avait. Si tu l'assassines, qui prend la place? C'est son vice-président. Vous voyez Vance, président des États-Unis d'Amérique? Parce que si Donald Trump est assez opportuniste, Vance, lui, il est à fond dedans. Hein. Il l'a bien montré, il l'a déjà démontré. Donc, mais de toute façon, c'est pas beau retourner le problème dans tous les sens. C'est une partie d'échec où là, il faut vraiment être un gros crack des échecs pour essayer de trouver une stratégie pour te sortir de la merde dans laquelle on est. Il n'y a pas d'autre choix. Sauf que pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y a personne. C'est-à-dire tout le monde veut défendre son steak en sachant pertinemment qu'il n'en a pas les moyens. Les Américains n'ont pas les moyens de se lancer dans une guerre, parce qu'avec deux guerres qui ont été l'Irak et l'Afghanistan, aujourd'hui, il y a beaucoup d'Américains qui iront certainement à reculons pour aller s'engager. Ou alors, il faudrait faire péter un gros truc comme un type 11 septembre. Je suis sûr et certain, on refait un 11 septembre aux États-Unis, il y a encore des Américains qui vont avoir l'élan patriotique d'aller s'engager et puis d'aller partir en croisade pour rien. Puis l'Europe, déjà l'Europe n'a pas d'armée, donc
pour défendre son territoire, elle est obligée de compter sur certains pays qui pourraient éventuellement mettre en pot commun leurs propres armées. Sauf que le problème, c'est que ça pose un problème de souveraineté, parce que ça veut dire que si tu mets à disposition de l'Europe l'armée française, par exemple, donc ça veut dire aussi la stratégie nucléaire, mais si jamais ça tombe entre de mauvaises mains, si ça tombe entre les mains d'un va-t-en-guerre qui a décidé de péter la gueule à Poutine et de foncer en Russie, déjà qu'on ne vous consulte même plus, hein. Normalement, sur ce genre de décision, on devrait vous consulter, mais la situation fait que, au nom de la France, j'ai décidé que... ouais, mais ça serait bien que tu consultes d'abord ton peuple pour savoir s'il est d'accord. Non, c'est ça la démocratie. Non, tu comprends, tu peux pas, parce que tu sais que ça va être non. D'ailleurs, hein, souvenez-vous au début de l'année, hein, ce qu'avait dit Macron, oh, je consulterai les Français, je ferai de la consultation par voie référendum. On attend toujours. Blabla. Ah mais ils sont dans la merde. Le problème, c'est que plus ils sont dans la merde, plus à un moment donné, il va y avoir du sacrifice à faire. Et les sacrifices, qui c'est qui va les payer? Ben, c'est vous. Hein, regardez déjà avec l'Espagne, oh génial l'Espagne, regardez, modèle, machin, ils ont réduit la dette, blabla, super, oui. Alors, rappelez-moi les réformes que l'Espagne a fait sur le plan social, sur le plan des acquis, sur le plan des retraites, sur le plan de la sécurité sociale, sur le plan de la santé. Hein, parce que c'est facile, hein, dire regardez l'Espagne, blablabla. Ouais, mais à quel prix? Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous savez, je vais terminer avec ça, je vais reprendre ça parce qu'il y a beaucoup de gens malheureusement qui savent, je ne sais pas pourquoi, ils n'ont pas bien compris l'arnaque. Quand on vous dit on va supprimer la taxe d'habitation, comme on vous a dit on va supprimer la redevance, comprenez bien, quand ils suppriment ou quand ils baissent des impôts, c'est de la rentrée fiscale en moins. Or, quand vous avez le train de vie que cet État de la République a, faut qu'il trouve l'argent ailleurs. Donc l'argent, on va le récupérer ailleurs. On va augmenter des taxes, on va augmenter des TVA, on va créer de nouvelles taxes. Donc au final, ce qu'on vous donne dans la poche droite, ne vous inquiétez pas, ils vont le récupérer dans la poche gauche. La délocalisation, la décentralisation, tu ne payes plus d'impôts pour la responsabilité de l'État dans certains domaines. Pourquoi? Parce que ces domaines ont été transférés aux régions, aux départements, aux municipalités. Et donc par conséquent, vu que c'est des charges en plus, qu'est-ce qu'elles font les municipalités? Qu'est-ce qu'il fait le département? Qu'est-ce qu'elle fait la région? Elle augmente des taxes. Puis des taxes, hein, des taxes. Tout est taxé. T'as une piscine, t'es taxé. T'as des panneaux photovoltaïques, il faut que ça soit normé. C'est pas normé, paf, amende. Tu te balades avec un drapeau français, paf, une amende. Tu te balades avec un drapeau palestinien, ah bah non, bah tout compte fait, bon allez, c'est bon. Enfin là, en ce moment, pas trop. Hein. Apparemment, il y a des jeunes qui se sont fait arrêter, et qui se sont pris une amende parce qu'ils se baladaient avec un drapeau palestinien. Oh, la belle affaire. Enfin bon. Tout ça pour dire que ça ne s'arrange pas. Alors, qu'on dise ça va péter, moi je vous dis, hein, ça fait depuis 20 ans qu'on dit que ça va péter. Ça ne pète pas. En fait, faudrait vraiment un gros événement. Un gros événement qui fasse réfléchir les gens
et leur faire prendre conscience que maintenant c'est à eux de se retirer les doigts du cul, que c'est à eux de bouger. Parce que attendre que ce soit les autres qui bougent pour vous, ça c'était bien il y a encore quelques années. Ça maintenant, ça ne marche plus. Parce que c'est pas les syndicats, c'est pas les mouvements, c'est pas les partis politiques qui vont bouger pour vous. Eux, ils vont faire semblant de bouger. Pour amenuiser, pour calmer, pour temporiser. Mais ils ne résoudront jamais le problème. Et comme beaucoup de Français commencent à revoir des évidences, et que selon les idéologies de gauche ou de droite, c'est souvent la droite qui aborde, qui propose, eh bien oui, il y a une droitisation de la population française. Tout comme il y a eu une droitisation conservateur chez les Américains. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous laisse méditer sur la question. N'hésitez pas à exprimer votre opinion sur ces événements qui peuvent être inquiétants, mais qui sont tout aussi révélateurs de certaines choses dont les médias se cachent bien d'en faire l'analyse. Bouge au pied du mieux.